À la fin de ce cours, vous allez connaître les procédures d'urgence utilisées par le télépilote ainsi que les procédures opérationnelles spécifiques aux aéronefs télépilotés. Certains dysfonctionnements nécessitent un atterrissage d'urgence, un déclenchement du parachute ou un retour automatique au point de décollage ou vers tout point prédéfini probablement par le télépilote. En cas de perte de liaison de contrôle ou de commande de l'aéronef, celui-ci doit engager automatiquement une procédure appelée fail-safe en se posant d'une façon autonome à la verticale du point de perte de la liaison ou en retournant à un point défini à l'avance. Le plus souvent, ce point est celui de décollage. La perte de liaison peut également concerner une liaison secondaire comme la commande de la charge utile par exemple. Et le fabricant doit indiquer si l'aéronef doit engager dans ce cas une procédure fail-safe ou toute autre procédure. Néanmoins, cette procédure peut être précédée d'une période d'attente suffisamment courte en vue du rétablissement de la liaison, mais ne doit pas aboutir à une sortie de volume de vol. En effet, d'une manière générale, le drone va rester en stationnaire pendant un temps prédéfini en cas de perte de liaison de commande. Attention, dans le cas de la plupart des machines, lors de l'activation du mode Return Home, la machine va rejoindre le point de départ Home par le chemin le plus court, mais sans prendre en compte d'éventuels obstacles. Il convient donc de renseigner les paramètres de hauteur pour ce retour d'urgence afin d'éviter tout risque de collision. En cas de scénario 3 avec un aéronef non captif supérieur à 2 kg, le dispositif de protection des biens et des personnes au sol doit être activé de façon automatique en cas de perte de liaison de la commande ou de contrôle de l'aéronef ou d'arrêt de moteur. Dans le cas d'utilisation d'un aéronef de plus de 4 kg dans le cadre du même scénario qui est le S3, l'activation de dispositifs de protection des biens et des personnes au sol doit être indépendant à la radiocommande et provoquer l'arrêt de la propulsion de l'aéronef. Si l'aéronef sort de son volume de vol défini par le télépilote, ce dernier doit agir immédiatement pour rétablir la sécurité du vol. Si nécessaire, il doit procéder à un atterrissage d'urgence par coupure des moteurs et activer, si celui-ci est requis, le dispositif de protection des tiers. Le télépilote doit pouvoir à tout moment procéder à l'arrêt du système de propulsion pendant le vol et cette commande doit être testée préalablement au sol par le télépilote. Elle doit être indépendante des systèmes embarqués contrôlant la trajectoire de l'aéronef. Le vol ne doit pas être entrepris si le télépilote a connaissance de l'inactivité du système de limitation du volume de vol. En résumé, les actions iront du simple passage au mode manuel de pilotage afin de reprendre le contrôle de l'aéronef à la phase fail crash, en passant par l'atterrissage d'urgence fail-safe ou encore le mode retour en vol automatique. L'unique considération à prendre en compte est la sécurité des biens et des personnes au sol. L'augmentation de la qualité et l'amélioration de la sécurité des opérations réalisées par des aéronefs télépilotés repose sur l'implication et la responsabilité des pilotes, des exploitants et des fabricants sur la gestion des causes à l'origine des incidents ou accidents ayant un impact sur la sécurité de personnes et des biens. L'importance d'une analyse de sécurité en amont des opérations reste essentielle à la réussite des missions. L'analyse de sécurité permet de relever les points critiques qui pourront être corrigés ou à défaut être appréhendés avec la méthode la plus adaptée en cas de survenance. Le rapport d'analyse de sécurité décrit de manière exhaustive les caractéristiques et comment le drone y satisfait.
Les scénarios d'urgence qui peuvent se produire sont identifiés et décrits et gérés dans le rapport d'analyse de sécurité afin d'éviter une perte non contrôlée du drone. En cas de perte potentielle non contrôlée, dans un des scénarios d'urgence, sans solution opérationnelle, le drone ne peut pas et ne doit pas voler. Les exploitants, les télépilotes et les fabricants ont l'obligation de mettre en place et de faire vivre un processus de retour d'expérience. Ce dernier consiste à rendre compte des événements de sécurité, les analyser et dans certains cas en informer le titulaire de l'attestation de conception de type, ainsi que la direction de sécurité d'aviation civile. Le compte rendu d'événements est donc un document officiel établi par la Direction générale d'aviation civile. En complément de ces comptes rendus d'événements, l'exploitant est tenu de décrire une synthèse des problèmes rencontrés durant l'année écoulée dans le bilan annuel d'activité. Et enfin, le retour d'expérience qui est indispensable à la mise en application et au suivi d'actions correctives. L'objectif est de reconnaître les dangers, ça veut dire les situations, événements ou circonstances pouvant entraîner des accidents, afin de proposer des mesures de réduction de risque qui peuvent être de nature préventive pour réduire la probabilité d'un événement à arriver ou protective pour réduire la gravité de ses conséquences. Les télépilotes et les exploitants sont les premiers acteurs du retour d'expérience et de sa valorisation. Tout événement extérieur peut avoir une influence sur le vol et donc un impact quant à la sécurité des biens et des personnes survolées. Ces événements peuvent être de plusieurs natures, comme une perturbation causée par l'humain ou le matériel et de l'environnement de la zone de mission. Le télépilote ne doit pas être perturbé par une intervention soudaine et imprévue d'une personne pendant la phase de pilotage. Une telle perturbation peut avoir des conséquences allant de la perte de contrôle momentanée de l'aéronef télépiloté jusqu'au crash avec des dégâts du tiers. C'est pourquoi les responsabilités de chacun doivent réglementairement être précisées par l'exploitant avant la réalisation de la mission. Toute panne matérielle de l'aéronef, du système de commande ou de contrôle ou du système de retour vidéo doit être gérée de façon efficace afin de poser la machine en toute sécurité. Si cela n'est pas possible, les systèmes de protection des tiers ou l'arrêt du système de propulsion et des modes fail-safe, fail-crash, go-to ou return to home doivent être activés rapidement. Le télépilote devra porter une attention particulière quant aux aéronefs habités qui sont en phase de décollage ou d'atterrissage. Lorsque la mission se déroule à proximité d'un aérodrome, une hélistation ou une piste réservée aux ULM. D'autre part, si au cours du vol, le télépilote détecte le rapprochement d'un aéronef habité, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lui céder le passage et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air. Le télépilote et l'exploitant doivent être vigilants face aux conditions météorologiques pouvant changer brusquement. Le dossier météo doit être soigneusement préparé avant chaque mission. La désorientation spatiale est la cause de 37% des accidents en aviation générale. Elles proviennent le plus souvent d'informations sensorielles erronées ou incorrectement analysées, notamment lors de la perte des références visuelles extérieures. Cette situation peut arriver dans le cas d'un vol en immersion. En cas de désorientation spatiale, il convient de se référer aux instruments et de solliciter de l'aide extérieure.
Une autre cause de désorientation spatiale concerne le mode de pilotage de l'aéronef. En mode manuel, ce dernier se déplace selon un repère qui est propre, comme par exemple l'axe longitudinal allant de l'arrière de l'aéronef vers l'avant de celui-ci. Si l'avant de l'aéronef est dirigé vers le pilote, les commandes de roulis et de tangage seront inversées. Ainsi, le télépilote commandant le tangage vers l'avant, l'aéronef se rapproche de lui. S'il commande le roulis vers la droite, l'aéronef se déplace vers la gauche, etc. L'exploitant doit préciser les mesures nécessaires à la mise en place d'un périmètre de sécurité ainsi que les mesures permettant de s'assurer qu'une personne extérieure à la mission ne pénètre pas dans la zone d'expulsion des tiers pendant tout le déroulement de celui-ci. Cette zone d'expulsion doit être définie pour l'utilisation d'un aéronef télépiloté dans le cadre des scénarios S1, S2 et S3 et doit être matérialisée au moyen d'aménagements au sol comme la rubalise, des barrières ou à l'aide de personnes pour éloigner les tiers de la zone d'opération. Le but est de minimiser les risques en cas de chute de l'aéronef ou d'atterrissage d'urgence. La zone de sécurité doit être suffisamment dimensionnée pour gérer le cas de chute de l'aéronef en cas de rupture d'alimentation électrique des moteurs. Un drone utilisé dans le cadre d'un scénario en vue, S1 ou S3, peut être piloté par une personne n'ayant pas la vue directe sur l'aéronef, ce qu'on appelle le vol en immersion, ou en anglais First Person Vision, FPV, sous réserve qu'une autre personne conserve à tout instant l'aéronef en vue directe. C'est alors cette seconde personne qui est réglementairement considérée comme le télépilote et qui est, à ce titre, chargée d'assurer la sécurité du vol. Le but des projets d'action qui s'instaurent pendant les briefings est d'initier les procédures et réactions pour les situations les plus probables, risquées ou difficiles pendant le vol. Un bon briefing doit être basé sur un modèle standard pour pouvoir le réutiliser lors d'autres missions. Il doit être concis, précis et compréhensible pour tous les intervenants. Il faut notamment définir dans le briefing le but de la mission, les menaces identifiées, le point de décollage, la trajectoire d'évolution de l'aéronef et la conduite à tenir en cas de panne. Pour être efficace, un débriefing devrait être effectué immédiatement après le vol. Il permettra de relever les erreurs qui ont été commises et ainsi d'éviter de les reproduire sur des prochains vols. De la même manière que le briefing, le débriefing devra être le plus synthétique possible. Le lacet est le mouvement de lastage d'un avion autour de son axe vertical, également appelé axe de lacet. Ce mouvement cause le nez de l'avion à bouger à gauche ou à droite. Le tangage est le mouvement de tangage d'un avion autour de son axe latéral, également appelé axe de tangage. Ce mouvement cause le nez de l'avion à se déplacer vers le haut ou vers le bas. Le roulis est le mouvement de roulis d'un avion autour de son axe longitudinal, également appelé axe de roulis. Ce mouvement cause les ailes de l'avion à incliner vers le haut ou vers le bas. Les hélices des moteurs M1 et M3 tournent dans le même sens, un sens anti-horaire, et les hélices des moteurs M2 et M4 tournent aussi dans le même sens qui est le sens horaire. Et durant un vol stationnaire, nous avons tous les moteurs qui tournent à la même vitesse et le drone s'élève verticalement. Durant l'action de tangage, pour avancer, on ralentit les moteurs avant, le moteur M1 et M2, et pour reculer, on ralentit les moteurs arrière, M3 et M4.
Durant le roulis, pour aller à droite, on ralentit les moteurs de droite, M2 et M3. Et pour aller à gauche, on ralentit les moteurs de gauche, M1 et M4. Et durant le lacet, on augmente la vitesse d'une paire d'hélices sur un même axe, le moteur M1 et M3 pour tourner dans le sens horaire et le moteur M2 et M4 pour tourner dans le sens anti-horaire.